Bienvenue à notre podcast sur la technologie consciente où nous explorons l'intersection de la technologie et de la conscience et comment cela peut aider à résoudre les problèmes sociétaux. Aujourd'hui, nous avons le docteur Michel Combes, un docteur en philosophie, fondateur de Blocksmith et PDG d'Adoly, avec un parcours entrepreneurial coloré aux États-Unis, contribuant pendant 30 ans à la recherche et développement et à l'ingénierie de semi-conducteurs, créant des choses incroyables qui ont changé le monde au milieu des années 90. Le Dr Combes est ici pour partager ses idées sur la technologie consciente et comment cela peut nous aider à changer le monde. Alors, Monsieur Combes, bienvenue. J'aurais déjà la première question pour vous. Êtes-vous prêt? Tout à fait. Merci beaucoup déjà d'être là. J'aimerais juste déjà reconnaître ce que vous créez dans le monde et merci beaucoup d'avoir fait appel à mes services pour proposer quelque chose de nouveau dans le monde au niveau de la technologie et de la conscience. Première question. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours et comment vous êtes devenu intéressé par la technologie consciente? Alors, déjà, je pense que c'est une capacité que j'ai acquise au cours du temps et qui sont dues à la manière dont je suis né. Je suis né avec, je dirais, un petit peu des caractéristiques atypiques dans la mesure où je ne peux pas visualiser les images. Donc, si on me demande d'imaginer une couleur, un paysage, je ne peux pas visualiser. C'est certaines personnes, il y a 3% des personnes qui sont comme ça. Et on appelle ça avoir un cerveau, entre guillemets, aveugle, une pensée aveugle. Alors, ça veut dire que j'ai développé une alternative pour imaginer les choses. C'est-à-dire que comme je ne peux pas imaginer, j'utilise en fait les mots, les concepts, les conceptions, et donc je construis en fait des graphes dans ma pensée qui sont équivalents à ce que les gens peuvent voir quand ils essayent de visualiser une image. Et ça m'a donné en fait une capacité de comprendre la technologie et l'être vivant et les organismes vivants en même temps. Et ça a été extrêmement utile dans ma carrière académique et dans mon parcours professionnel. J'ai commencé en fait l'électronique à l'âge de 6 ans. J'ai eu mon PhD, mon doctorat à 24 ans et j'ai fait des millions de circuits intégrés électroniques en 96 pour la téléphonie cellulaire. Une version de mon circuit était 220 millions d'exemplaires. Donc voilà, c'est un parcours qui est intéressant, qui m'a permis d'être en contact intime avec la technologie de la machine. J'ai consacré les 10 dernières années à me concentrer sur comment utiliser cette technologie pour soigner la société. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait deux côtés de toute technologie, le côté qui peut nous sauver et l'autre côté qui peut au contraire nous supprimer. Et prends un exemple de l'énergie nucléaire qui est l'énergie de notre soleil. C'est à la fois l'énergie qui nourrit en fait toute la Terre, mais aussi c'est l'énergie la plus dangereuse avec, comme on sait, les bombes atomiques. Donc il y a toujours deux côtés. Et ce que je réalise, c'est que le choix, c'est le nôtre. Et en fait, à chaque fois qu'on a une technologie, il y a toujours les deux côtés. Et comme le choix, c'est le nôtre, j'ai fait le choix conscient de servir avec la technologie du bon côté. Et donc, c'est comme ça que j'ai été intéressé à Conscious Technology, qui lie le vivant en pleine conscience avec une technologie qui peut paraître synthétique. Alors, je comprends bien votre bagou pour la technologie consciente, mais qu'est-ce que pour vous la technologie consciente? Parce qu'en fait, en général, la conscience, on la met à part, la technologie dans un autre case, et pour vous, en fait, de associer l'une à l'autre, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça génère?
Alors, c'est vrai que c'est intéressant qu'on les associe pas. En général, tout ce qui est conscience touche un peu à la philosophie plus qu'à la science. Et ça, Oui. c'est pour une raison très précise, c'est que la science ne répond pas aux questions difficiles. On ne sait pas scientifiquement ce que c'est l'énergie, on ne sait pas encore ce que c'est la molécule d'eau. On peut la décrire, mais on ne sait pas comment elle fonctionne, les états, on ne comprend pas. Et la conscience, c'est la même chose. Donc, la science ne répond pas aux questions qu'est-ce que la conscience. Et c'est pour ça que quand on a des technologies qui transforment la société, mais dans son fondement propre, et qui présentent un risque, par exemple, on prend l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui chamboule le Alors là, tissu social, la Michel, manière dont nous sommes interagit coupés. à la Voilà. connaissance, ça relève Michel, avec la montée justement de l'intelligence des artificielle, est-ce que vous voudrez bien reprendre de là? Nous avons été coupés. tout à fait. Avec la montée de l'intelligence artificielle, on vient se poser des problèmes d'éthique, des problèmes de conscience. Et comment faire pour que ces technologies qui peuvent être dangereuses, comment faire pour qu'elles soient positives et qu'elles contribuent de manière bénéfique à la société. Et donc, ça vient au débat de nos jours parce que maintenant, on a besoin, il y a un risque énorme de nos sociétés d'être anéanties par des technologies qui détruisent, qui chamboulent le tissage humain. Donc, si je vous comprends bien, quand vous parlez de technologie consciente, c'est d'être vraiment conscient de qu'est-ce qu'on crée avec la technologie pour que ça soit une contribution pour le monde. Alors, il y a cet esprit de contribution positive, mais aussi ne pas oublier la part de l'être vivant, de l'être humain. La technologie, elle nous apporte des bénéfices, mais elle ne résout pas tous les problèmes. On ne peut pas discerner de manière mathématique, algorithmique entre le bien et le mal. On ne peut pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc ça, tout ce qui est décision, partie décisionnelle, c'est le propre de l'humain, le propre du vivant. Et la technologie restera toujours synthétique, et donc on ne peut pas lui demander trop. La technologie conscience, c'est une technologie qui comprend, où on comprend les limitations et on augmente ce qui manque par le vivant. Donc c'est la cohabitation ou la collaboration entre la technologie synthétique et le monde vivant organique. Et en pratique alors, à quoi ressemblerait la technologie consciente? Pouvez-vous nous donner quelques exemples de la façon dont elle pourrait être utilisée pour résoudre des problèmes sociétaux? Alors, je vais prendre des exemples bien précis, du genre, quand on a des décisions de groupe, quand on a un groupe de large personnes, on peut utiliser les machines, les algorithmes pour extraire de toutes les données que l'on connaît sur le problème, une solution qui est optimale. Et l'individu vivant est capable de prendre des décisions, mais avec une capacité de traitement des données relativement faible par rapport à la machine. La machine, on peut processer des quantités d'informations à des vitesses fulgurantes que l'être humain, dans sa limitation physique, n'est pas capable. Et donc, ça donne un avantage pour des décisions de groupe. On peut avoir des systèmes où on utilise la machine pour proposer une solution et les êtres vivants décident. Donc, il y a des expériences qui ont été faites, je dirais, pour des régulations de circulation routière à New York pour la Journée de la Terre il y a un moment maintenant, où on peut… Oh, ça a coupé C'est ou bon, pas? on vous entend.
Ok. Au moment où on voulait en fait couper quelques routes, quelques rues dans la ville de New York pour montrer qu'on peut optimiser la pollution et la circulation sans affecter la libre circulation. Et ils ont décidé de couper une des routes principales qui était apparemment, je dirais, pas la première idée que l'on aurait eue si on réfléchissait de nous-mêmes. Et ils ont coupé ça et se sont aperçus qu'en coupant une route qui était vraiment fréquentée, ça a limité. Ils ont eu une descente de niveau de pollution. Et puis, il n'y a pas eu de blocage, ça fonctionnait tout aussi bien. Et donc, c'est ces approches-là que quand on lie la machine avec l'être humain conscient, la machine propose, l'être humain décide, on a des combinaisons très intéressantes. On peut utiliser ça pour des systèmes de votation, où on a fait une expérience il y a à peu près 6 ans, où on a proposé une plateforme distribuée, où les gens proposaient des textes de loi. Et les gens, donc on propose, chacun, c'était tout le monde, ouvert à tout le monde, proposait des textes de loi, ils étaient revus, etc. Et puis avec un système de notation, ils pouvaient être soumis au public. Et la machine, le seul rôle de la machine, c'était d'ordonner ces propositions en fonction d'un critère qui sert l'intérêt général, rien de plus. Et ça permet d'avoir une approche un peu comme le Wikipédia, où chacun peut contribuer, mais qui ne soit pas centralisé pour éviter les bias classiques. Et on s'est aperçu qu'on peut avoir une gouvernance comme ça, temps réel, avec 1 million d'individus. Donc, la technologie, quand on la met associée avec une conscience de ses limitations et de ses points forts, on peut avoir des outils mais extraordinaires. C'est comment on fait pour décider à 1 million de personnes sans qu'il y ait une seule personne qui se sente lésée, qui sente que son opinion n'a pas été retenue ou entendue, etc. Mais ça fonctionne uniquement s'il y a la partie conscience, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de contrat social que l'on met en place et que l'on accepte quand on travaille avec ces technologies-là. Et le contrat social, c'est je suis d'accord de proposer mes suggestions et en retour, j'approuve la décision qui a été prise parce que je sais que l'algorithme, il est équitable. Et ça ne fonctionne uniquement si on a ce qu'on appelle une sécurité psychologique. C'est la liberté de penser. Si on n'a pas la liberté de penser, il y a risque de retaliation, comment on dit en français, on a peur des conséquences. Et donc, tous ces systèmes aujourd'hui de gouvernance où on gouverne un peu avec la peur, en technologie consciente, sont plus possibles. Alors justement, j'allais rebondir quand vous parlez de responsabilité, de conséquences. Là, on voit des exemples au niveau politique, on voit des exemples que vous citez au niveau économique et écologique. Qu'en est-il au niveau de la santé, là où ça touche personnellement la personne, l'humain? Ce qui est intéressant du côté de la santé, c'est qu'on voit une transformation de mode d'opération où on était dans une manière où on essayait de trouver des cas classiques, pouvoir trouver un médicament générique, faire de la classification des personnes. Et ça, c'est pour simplifier en fait le travail de la santé à grande échelle, c'est-à-dire les prestataires de la santé, comme ils sont débordés, il faut qu'ils catégorisent et après on va rechercher entre guillemets la recette dans le grand livre de la médecine. Mais donc on voit une évolution vers une personnalisation où les interventions sont vraiment adaptées aux patients
Et bien sûr, on a de meilleurs résultats quand on fait ça. Et ça, c'est possible que si on laisse de côté la généralisation, les statistiques, parce que la santé, elle est vraiment c'est chacun a son propre organisme, et c'est extrêmement difficile d'avoir tous les paramètres. C'est surtout quand on fait une visite de docteur qui dure 15 minutes, tous les paramètres pour pouvoir décider vraiment ce que la personne a besoin. Et donc, la technologie aide énormément à cette personnalisation. Et il y a un bénéfice où, au lieu de prendre des datas et faire des statistiques pour en découler un médicament générique, on laisse le patient maître de ses paramètres et de ses datas, et on va complètement personnaliser son traitement, parce que la technologie est locale. On peut manipuler des données privées qui ne vont pas être mises partagées à grande échelle, qui vont être revendues. Donc, cette partie privée, sécurité, données personnelles aide à avoir des recommandations et des traitements personnels. Et alors là, il y a un impact aussi important de prise de conscience de ce que la machine est capable. Et si on prend le big data et on essaye de générer de la médecine miracle, on va pas y aboutir. Par contre, si on collecte, entre guillemets, les datas personnelles et on utilise, en fait, on a un apprentissage sur les datas personnelles, là qu'on ne va pas faire recouper avec les personnes voisines, mais on va faire recouper avec la connaissance de la médecine, les articles, les professionnels, la recherche, qui va pouvoir extraire un traitement particulier. Ce qui est très important dans ce cas-là, c'est la sécurisation des données, la partie privée parce que c'est des données extrêmement sensibles, qui ont une valeur importante, qui se vendent sur le marché noir très cher. Et donc, il y a un aspect très important sur comment on protège l'intégrité de la personne quand on peut lire ses pensées, quand on lit dans son microbiome tous les problèmes que cette personne peut avoir, etc. Donc là, si je comprends bien, c'est pas juste la technologie consciente, c'est carrément la technologie au bénéfice de la conscience. Parce que là, les informations qui sont révélées à la personne, c'est pour qu'elle puisse choisir en termes de connaissances, de savoir et réfléchir à qu'est-ce qui est bon et utile pour elle. Oui, tout à fait. C'est une question aussi de comment on rend la personne consciente de sa santé, comment on lui apprend à lire en fait les signes de son corps pour prendre les décisions bénéfiques. Et donc la technologie vient en aide, mais pas en imposer. Et c'est la seule manière d'avoir des habitudes, d'ancrer des habitudes de santé sur du long terme. C'est une symbiose entre l'organisme et l'outil technologique. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que dès qu'il y a une technologie qui nous facilite la vie, on a tendance à l'adopter très facilement, mais en oubliant les fonctions essentielles de l'organisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, on ne sait plus conduire dans les rues ou dans un endroit inconnu sans avoir le GPS activé. Et puis, si le jour où la technologie nous fait défaut, on est perdu. Et ça, c'est valable pour tout. Toute technologie qui nous facilite la vie, le cerveau humain va se décharger, parce que c'est le principe fondamental d'évolution, c'est qu'on est dans l'évolution est pour optimiser l'énergie. La seule ressource importante de tout organisme, c'est son énergie. Donc, tout ce qui permet d'être plus efficace va être considéré. Et donc, ça. Là, nous vous avons coupé, Michel. Là, nous sommes perdus. On vous entend plus du tout.
une Voilà. connaissance Michel, immédiate, alors, omniprésente. on s'est coupé là juste un instant, donc je vais juste amener à une question qui me vient ici. Donc, ça coupe à nouveau. Donc, Michel, on pourrait en fait vous considérer comme l'ambassadeur de la montée de la technologie et de la montée de la conscience? Alors, je ne sais pas si on peut me donner ce titre-là. En tout cas, c'est mon objectif d'y contribuer. Je, je suis conscient que dans la technologie, on est capable de faire quasiment tout. Tout est possible. Mais il faut garder à l'esprit qu'il faut que ça soit en accord avec le règne du vivant. Et pour vous, alors, comment ça affectera l'humanité dans son ensemble? Alors, on voit déjà des changements fondamentaux qui affectent l'humanité, aussi bien dans les groupes, les décisions, comme j'ai dit rapidement, aussi bien dans la santé, aussi bien dans l'optimisation des ressources que l'on a, et la lutte pour les crises. On ne peut pas avoir un environnement qui fleurit sans avoir une symbiose entre les outils qu'on utilise et puis le monde du vivant. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Cambès, vraiment d'avoir pris le temps et d'avoir partagé vos idées sur la technologie consciente et comment elle peut nous aider à résoudre les problèmes sociétaux. J'ai vraiment apprécié ce moment avec vous et ça m'a éclairé sur d'autres sujets aussi dans le développement personnel directement. Et nous espérons en fait que ce podcast a donné aux auditeurs une meilleure compréhension du potentiel de la technologie consciente et comment elle peut nous aider à changer le monde. N'oubliez pas que la technologie ne sauvera pas le monde, mais elle nous donnera les outils pour le faire. Tout à fait. Et je reste totalement optimiste parce qu'en fait, on n'a qu'un seul choix. Et c'est ce choix-là qu'il faut faire. Exactement. Une magnifique journée à tous les auditeurs et plus de conscience à vous. Merci bien, Cindy. OK, ben c'est